Hey, welcome. This video is going to be a bit different from the other ones. But I guess they're all different from one another, so it doesn't count. Meaning that I am going to be speaking French for this video. Today I just felt like filming something and telling a bit more about my experience with languages, which is what I do on this channel, and I wanted to do this in a less scripted way. So I guess I should just speak French and talk about my experience of learning English. Donc à partir de maintenant, on va parler qu'en français et je pense qu'il y aura les sous-titres. En tout cas, il y aura des sous-titres générés automatiquement qui vous permettront de suivre ce que je dis pendant cette vidéo. Donc on peut commencer. L'anglais, ça fait à peu près 10 ans que je la parle cette langue. Ça fait bizarre de parler en français devant la caméra, mais je vais m'y habituer. Ça fait à peu près 10 ans que je parle cette langue. Et j'ai commencé à parler dans un contexte assez particulier. Bien sûr, à l'école primaire, j'avais déjà eu des leçons d'anglais où en fait, ils nous apprenaient comment dire les couleurs, comment dire notre nom, à compter, des petites chansons, ça et là. Mais c'était vraiment pas des cours d'anglais, c'était vraiment juste de l'initiation à l'anglais, je pense que ça s'appelle comme ça. Et à l'âge de 9 ans, mes parents ont décidé Quand j'avais 9 ans, mes parents ont décidé de faire un échange de maison avec un couple de retraités en Australie. Et donc moi, quand j'ai appris ça, ben, j'ai eu super peur en fait. Je me suis littéralement chié dessus. Le truc c'est que je parlais pas anglais et j'étais conscient à l'époque que j'allais dans un pays, dans un environnement où personne n'allait parler ma langue. Personne. Et donc, j'ai eu peur. Et la solution rationnelle que j'ai trouvée, c'était de lire un livre qui traînait chez moi un petit peu, qui s'appelait 40 leçons pour apprendre l'anglais. Donc j'ai lu ce livre, je pense que j'ai lu 20-25 leçons, je n'ai pas tout lu en entier. Et je me suis régalé à lire ce livre. Je me rappelle que c'était super intéressant. Je le lisais en cours, je le lisais quand je pouvais. Mais je ne savais pas du tout comment prononcer les choses. Donc j'avais un accent qui était éclaté. Mais avec ce livre, je, je savais à peu près comment ça fonctionnait l'anglais. J'avais réussi à comprendre pourquoi les mots étaient comme ça et je savais dire quelque chose. Genre, je me rappelle que j'avais fait une leçon sur can, could, and should, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, je suis arrivé en Australie en septembre 2013. Oh, ça fait un bail. En septembre 2013. Et à ma grande surprise, j'arrivais à peu près à comprendre les gens quand ils me parlaient très lentement. La première vraie immersion que j'ai eue, c'était quand j'étais à l'école, parce que mes parents nous ont scolarisés là-bas avec mes sœurs pendant 3 mois. Donc c'était une super expérience. Et à l'école, le premier jour, tout le monde a entendu parler de moi et mes sœurs, parce que c'est pas tout le temps que dans une école australienne, il y a des Français qui viennent, surtout dans ce contexte-là, juste pour 3 mois. Et ils ont, dès que j'étais rentré en classe, ils avaient voulu savoir quel était mon niveau d'anglais, si je comprenais. Donc je me rappelle très bien, on était tous assis par terre, parce que c'est comme ça en Australie. Et ils me prenaient un stylo, ils me disaient alors ça on dit comment, et puis ils me disaient et ça on dit comment en plantant le plafond et le sol. Et je me rappelle que j'avais déjà un peu du vocabulaire. Donc ce que j'avais fait en France avec le livre, et je sais plus comment je m'étais pris, mais on va dire que j'avais une petite base. Et je pense que le fait que j'avais pas peur de faire des erreurs à l'époque, parce que quand on est enfant, on a un peu moins peur du regard des autres, on a un peu moins, on s'en fout un peu plus en fait, hein. Quand on est adulte, on a la pression de ah, il faut que je dise les choses correctement. Si on me comprend pas, c'est grave, tout ça. Quand on est enfant, je m'en rappelle pas avoir eu peur que les gens ne me comprennent pas. J'avais juste peur d'être perdu dans mon environnement, mais que de faire des erreurs et de dire des choses qui n'étaient pas correctes, c'était pas quelque chose qui me stressait trop. Donc, quand j'étais à l'école, j'étais en immersion totale. Donc, j'ai pas eu le choix de parler anglais. Et je me rappelle que ça a pas pris tant de temps avant que je sois vraiment intégré. Et c'était vraiment très agréable parce que je comprenais, on va dire, 90% de ce que les gens me disaient. Mais comme déjà, on dit pas les mêmes choses aux enfants qu'on dit en adulte. Donc, il y avait moins de mots, moins de vocabulaire. Et les enfants, ils utilisent moins de vocabulaire, surtout à 9-10 ans. Donc, ce qui fait que j'arrivais à communiquer avec les autres et je me rappelle que j'adorais parler anglais, donc j'adorais aller à l'école.
En plus, le programme scolaire australien n'est pas structuré de la même façon, donc tout ce qu'on avait fait à l'école, je connaissais déjà. Enfin, c'était des choses simples. Et du coup, pour moi, à l'école, c'était vraiment juste ma vie sociale en Australie. Je m'étais fait pas mal d'amis, mais bon, j'avais pas les réseaux sociaux à l'époque, du coup, j'avais rien gardé. J'ai pas gardé contact. Mais oui, c'était vraiment un bon début pour moi de l'apprentissage de l'anglais. Donc, je suis resté 6 mois en Australie avec ma famille. Et à la fin des 6 mois, on va dire que j'avais réussi à avoir l'accent. Donc, j'ai parlé avec un accent australien un jour dans ma vie. Je me rappelle plus du tout. Pour vous dire, je ne sais plus faire l'accent australien. Mais à un moment dans ma vie, j'avais l'accent australien de New South Wales. Donc, c'est en bas à droite de l'Australie, près de Sydney. Et après ça, bah, je suis rentré en France. Et quand j'étais en France, bah, il n'y avait plus d'anglais autour de moi. Les seules fois où je parlais anglais en France, c'était même pas avec ma famille, parce que c'est bizarre de parler dans une autre langue quand tu es habitué de parler en français avec ta famille. C'est vraiment bizarre de parler anglais, même si je l'ai fait plus tard dans ma vie. Mais du coup, le seul moment où je pouvais parler anglais, c'est quand on voyait des gens qui parlent anglais avec ma famille, donc les amis de ma famille, ça arrivait, ou alors c'était en cours d'anglais. Donc toute cette période-là, jusqu'à mes 16 ans à peu près, 16-17 ans, bah, je parlais qu'en cours d'anglais en fait. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu pas mal de vocabulaire passif et actif. C'est-à-dire que la grammaire, tout ça, c'était resté. Je pouvais toujours m'exprimer et dire ce que je voulais dire, quoi, sans trop de soucis. Mais si des fois je lisais un livre ou un article et il y avait 5-6 mots, même plus, que j'avais l'impression de n'avoir jamais vu. Mais ça peut s'expliquer par le fait que quand j'ai appris l'anglais, j'étais petit, donc j'avais pas un vocabulaire qui était très développé. Et ben après, j'ai continué à apprendre des mots en français, des milliers et des milliers de mots, parce qu'on continue à apprendre des mots tout au long de notre vie, surtout pendant l'adolescence. Et là, je me suis rendu compte que ben, je parlais plus trop anglais. Je savais parler anglais, mais mon vocabulaire était assez limité. Et même mon accent était moins bon. J'ai pas de vidéo de moi qui parle anglais, malheureusement. Donc ça, c'est un gros coup dur pour moi, parce que maintenant, même pour les autres langues que je parle, j'ai jamais pensé à me filmer, à m'enregistrer quand je parlais la langue. Et je trouve ça dommage. Enfin, si je cherche bien, je dois avoir des audios de moi qui parle anglais. Mais on verra si j'en mets ou pas dans cette vidéo pour vous montrer à peu près mon niveau quand j'étais rentré d'Australie et après. Mais voilà, je me rappelle ne pas être aussi bon que ce que je pensais. Et ça m'a mis une petite claque. J'étais pas très à l'aise après ça et j'avais vraiment envie de m'y remettre. Parce que ben, j'étais déçu un peu de moi, parce que dans l'école, tout le temps, c'était moi le bilingue, tout ça. Les gens me connaissaient comme quelqu'un qui parlait anglais. Et en fait, quand je me confrontais à la vraie vie, bah, je parlais pas si bien que ça. Mais en même temps, je regardais beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube, parce que bah, j'ai découvert YouTube à 11 ans. Et depuis, je crois que je regarde plus d'une vidéo par jour. Je me suis jamais arrêté. Et toutes ces vidéos, la plupart sont en anglais. Donc j'avais un peu un vocabulaire passif, mais ça change rien. Je pouvais pas l'utiliser parce que j'avais plus l'habitude. En fait, c'était plus trop en surface dans ma mémoire. Ça me demandait. Mon vocabulaire actif était trop. Pas assez développé. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, du coup, ce que j'ai fait. Ben, je sais plus comment ça s'était fait, mais il y a peut-être 3 ans, j'ai commencé à parler avec des gens en ligne en anglais. Donc là, c'était beaucoup de texting, beaucoup de. Enfin, on parlait quoi en ligne. On parlait pas en. On s'écrivait. Et là, j'ai appris plus de mots, plus de vocabulaire. Je parlais avec des gens des États-Unis. Donc ça m'a bien remis dedans. Et après ça, je crois que l'été d'après, oui, c'est l'été d'après, j'avais planifié d'aller autour de l'Europe, faire un voyage en Europe. Et c'est là que vraiment j'ai parlé à beaucoup plus de gens en ligne, tout ça. Et ben, j'ai voyagé en Europe avec un ami à moi qui était américain et avec des amis allemands aussi, hongrois. En fait, j'ai rencontré plein de gens en Europe et c'est là que j'ai été immergé de nouveau. Moi, j'avais fait une semaine en Angleterre en troisième, mais ça faisait 5-4 ans que j'avais pas été immergé quoi, dans une culture peut-être pas anglo-saxonne, mais qui parle anglais. Et ben, j'ai adoré parce que là, ah mince, j'ai une crampe. Merde, je pense que je vais le couper ça au montage. Mais voilà, j'ai adoré
reparler en anglais à nouveau, être immergé, parler anglais au réveil, parler anglais le soir, à toute heure de la journée. Parce que, ouais, on le sait bien, quand on parlait anglais pour la première chose de la journée, c'est pas facile. Mais voilà, donc j'étais dedans de nouveau et j'ai adoré. Et là, je voulais vraiment perfectionner mon anglais. C'est là que j'ai aussi eu le déclic où je me suis rendu compte que je voulais pas étudier en France. Je voulais étudier à l'étranger, je voulais étudier aux États-Unis. J'avais aussi envoyé ma candidature pour aller au Canada. Et au final, je me suis retrouvé au Canada parce que, comme vous le savez, je vis à Montréal. Mais voilà, j'étais vraiment dans l'optique de parler un anglais qui était parfait. Donc après ça, je me suis entraîné pour le TOEFL. On a aussi accueilli chez moi, avec ma famille, des amis à moi pendant une semaine ou deux qui parlent anglais. Donc j'ai eu ça. Je me suis entraîné pour le TOEFL. Je parlais anglais régulièrement parce que j'avais des amis avec lesquels je pouvais parler qu'en anglais. Donc là, j'ai vraiment amélioré mon anglais et on va dire que c'est devenu, comme je le dis dans mes vidéos, une partie de qui je suis. L'anglais, c'est une partie de ma personnalité, c'est une partie très importante de ma vie. Je pourrais rien faire sans l'anglais parce que toutes mes vidéos sur YouTube, je les fais en anglais, à part mon podcast. Donc voilà, c'est vraiment là où c'est devenu une obsession. Et vous savez que l'obsession, moi je le dis souvent, l'obsession c'est ça le moteur, c'est pas la motivation, on s'en fout de la motivation. C'est l'obsession, le moteur de l'apprentissage des langues, c'est ça qui va faire que vous allez réussir ou pas. Et donc j'ai atteint le niveau C2 en novembre 2021 parce que j'ai passé le TOEFL où j'ai eu 101, ce qui est à peine C2, mais je trouvais que ce test était très très dur. C'était vraiment pas évident parce que il y a une partie improvisation, il y a une partie où il fallait écrire. Donc déjà qu'en français à l'époque j'étais pas très bon pour écrire, alors en anglais c'était encore pire, donc ça j'avais un peu du mal avec ça. Puis après la compréhension sans souci, à part les textes qui étaient vraiment trop longs et trop spécifiques pour rien. Donc je veux dire c'est pas un test qui est très représentatif de la vraie vie parce que beaucoup de gens le disent. Si des locuteurs natifs prenaient ce test, faisaient ce test, bah, ils auraient pas 120 parce que c'est sur 120 le TOEFL. Donc moi j'étais content d'avoir eu 100 sur 120 et 101 sur 120 et ça m'a permis de envoyer ma candidature à toutes les grandes écoles américaines. Toutes, enfin 20 des plus grandes écoles américaines. Fast forward, comme on dit, en mars 2022, j'ai voyagé plusieurs fois dans l'hiver aux États-Unis, j'ai encore parlé plus anglais, donc j'ai encore amélioré mon accent. À cette époque-là, j'avais un accent un peu californien parce que j'ai passé pas mal de temps là-bas et j'ai passé pas mal de temps avec des gens qui avaient un peu cet accent californien que je n'aime plus trop, honnêtement. Je n'aime pas trop cet accent qui est un peu plaintif, un peu. Il est pas monotone, au contraire, il est trop plaintif. Je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais c'est un accent plaintif, ça le décrit bien, mais c'est surtout un accent qui est long, c'est-à-dire qu'ils éloignent, ils élongent les fins de phrases, les fins de mots, ils arrêtent jamais leurs phrases ou leurs mots. C'est pas un anglais qui est très correct non plus, ça me plaît moins. Je préfère l'accent que j'ai maintenant, qui est l'accent canadien, mais on y vient après. Donc, en mars 2022, je parlais encore mieux anglais. Là, sur le plan perso, j'ai découvert que je n'allais pas aller aux États-Unis, mais j'allais au Canada. Bon, j'ai une petite déception sur le coup, mais franchement, maintenant, je suis très heureux là où je suis. Et aussi, en mars 2022, on a accueilli avec ma famille une amie à moi qui était ukrainienne et qui fuyait la guerre. Donc, on l'a accueillie, elle parlait très très bien anglais. Et on l'a accueillie pendant 5 mois. Et après, on est tous les deux allés vivre au Canada. Maintenant, elle est à Toronto et moi, je suis à Montréal. Donc, j'ai encore parlé anglais tous les jours. Et on va dire que ça fait un peu plus d'un an là que. Ça fait. Ouais, c'est ça. Un peu plus d'un an que je pense en anglais. Que ça m'arrive de me parler tout ça en anglais. Que l'anglais, c'est devenu une deuxième nature pour moi. Je veux dire, j'ai tellement passé de temps avec cette langue que maintenant, ça y est, c'est. Je peux pas dire que je suis comme un natif parce que je le serai jamais, parce que j'aurai jamais les intonations d'un natif et la prononciation parfaite à 100%. Mais je m'en rapproche. Et je suis assez content du niveau d'anglais que j'ai aujourd'hui, même si des fois mon accent m'énerve un peu parce que
ça varie, quoi. Dans le temps, c'est jamais tout le temps pareil. Et donc, on arrive en septembre 2022. Je m'installe à Montréal. Et à Montréal, ben, ils parlent français, mais il y a quand même une grande partie de la population qui est bilingue et beaucoup préfèrent parler anglais. Même si au Québec, ça fait débat, ils essayent de préserver la langue française à son au maximum, éviter les anglicismes et vraiment garder l'identité québécoise, ce que je supporte à 100%, honnêtement. Mais moi, ça me fait plaisir des fois de parler anglais. Donc, quand je suis en centre-ville, notamment, c'est un peu plus commercial, c'est un peu plus international. Il y a des quartiers comme ça à Montréal où je sais que je vais pouvoir parler anglais et ça me fait plaisir. Donc voilà, ça c'était mon expérience avec l'anglais. C'était très long. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce que je pense de cette langue. Parce que c'est vraiment pas une langue, de un, qui est comprise dans sa globalité. Personne ne comprend trop cette langue. D'où elle vient, comment ça se fait que les choses soient comme ça. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais aborder. Beaucoup de sujets que j'aimerais aborder à propos de l'anglais. Parce que j'ai eu cette conversation plusieurs fois avec des amis ou avec de la famille. J'ai parlé avec des gens qui pensaient que l'anglais était une langue très facile. Et ben moi, je ne partage pas cet avis. Vraiment pas même. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo, dans la suite. Pourquoi, pour moi, c'est pas une langue facile. C'est une langue, c'est une belle langue. Il y a des accents, qui sont plus ou moins beaux. Elle est très très internationale, donc bah, c'est la plus internationale. Hein. Tout le monde veut parler anglais pour pouvoir travailler, pour pouvoir voyager, tout ça. Mais c'est pas une langue facile. Donc il y a plusieurs points qui défendent mon point de vue. Déjà, l'origine de la langue. L'anglais, ça vient du vieil anglais, enfin c'est une langue celtique, germanique de base, pardon. Donc c'est les langues germaniques par exemple, c'est l'allemand, le néerlandais, le danois, le norvégien et le suédois. Et le finlandais qui n'est pas germanique. Donc toutes ces langues-là, elles partagent une base commune et l'anglais en fait partie. Donc par exemple, tous les petits mots comme of, since, with, plein de petits mots comme ça, de connecteurs, on va dire les 100 mots les plus utilisés en anglais, bah, ils sont une base commune avec les langues germaniques. Par exemple, un petit exemple avec ça, and, ça ressemble beaucoup à und en allemand quand même, les deux veulent dire et. Et en fait, c'est une langue germanique, mais à la base, l'anglais, c'était pas ce que c'était. Il y avait des genres, je crois qu'il y avait des déclinaisons aussi. Et l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne en général, a été envahie par les Vikings, les Danois. C'était il y a plusieurs centaines d'années, au moins 500 ans. Même plus, 800 ans je pense. Et en fait, les genres en danois et les genres en anglais, ben, ils s'interféraient. C'est-à-dire que des fois c'était neutre en anglais et masculin en danois. Des fois, c'était masculin en anglais et féminin en danois. Du coup, ce qu'ils ont préféré faire, c'est enlever les genres all together. Tous les genres. Il n'y a plus de genre en anglais. Donc déjà, elle a des origines un peu bizarres. Elle est née dans un contexte particulier. Puis après, cette langue-là, elle a été extrêmement influencée par le français. Donc ça, c'est passé, je pense, après la Révolution française, au 19e siècle, peut-être avant. Je sais pas, il faudrait vérifier. Mais le français a énormément influencé l'anglais, donc le vieux français plutôt. Et c'était tout ce qui est le français de la Normandie jusqu'à Paris. C'est cette partie-là qui a vraiment influencé l'Angleterre. Et du coup, le vocabulaire utilisé, donc les noms, il y en a à peu près 29% qui viennent du français directement. Il y en a une vingtaine de pourcents qui viennent du latin parce que l'Angleterre a été colonisée il y a longtemps par les Romains, si je ne dis pas de bêtises. Et ce qui fait que cette langue, elle a 50% de mots qui ressemblent vraiment beaucoup aux autres mots de la langue, aux autres mots de langue romaine, non pas romaine, latine. Donc, et le français, à 50%, les mots, c'est presque les mêmes. C'est-à-dire, difference, différence, c'est transparent. Si on dit... Ah, je sais pas d'exemple là, mais il y en a plein. Ah, j'ai vraiment pas les mots qui me viennent. Si on dit par exemple câble, exactement pareil. Donc il y a plein de mots.
en anglais qui viennent du français, mais l'anglais, c'est une langue qui est germanique. Donc, déjà, c'est un peu particulier comme langue. Et puis, la grammaire en anglais, elle est, on va dire, créative. Parce que j'ai donné des cours d'anglais dans ma vie à, on va dire, une dizaine d'élèves. Et c'est la langue la plus dure enfin, peut-être pas la langue la plus dure, mais c'est une langue vraiment dure à enseigner parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. On parle du français souvent, mais faut le savoir qu'en anglais, ne serait-ce que pour la prononciation, c'est un bordel. C'est-à-dire que il y a jamais les deux lettres peuvent être dites de 5 manières différentes. Le O et le U, c'est le pire. Parce que ça peut être brought, ou ça peut être thought, though, out, et j'en manque encore. Mais c'est vraiment. Il doit y avoir un qui fait O, je pense. Through, bien sûr. C'est vraiment compliqué à apprendre à quelqu'un la prononciation anglaise. Et puis, dans la grammaire, comme je dis, il y a beaucoup d'exceptions. Le pluriel, il n'est pas évident. Child, children, ça vient de la racine plutôt germanique. Il y avait quoi d'autre? Il y a énormément de particules. Donc, in, of, out, down. On les a aussi en français, hein, mais elles ont plus de sens en anglais, c'est-à-dire qu'elles sont plus utilisées. Par exemple, ils disent pas monter, nous on a un verbe pour dire monter, nous on a un verbe pour dire aller, partir, et on a un verbe pour dire monter, qui est différent. Maintenant en anglais c'est to go, partir, aller, mais to go up, monter, to go down, descendre. Et là ça a du sens, up and down, parce que en haut et en bas, mais des fois ça n'a aucun sens. Par exemple, si je vous dis check this out, ça veut dire regardez-moi ça ou matez-moi ça. C'est un peu de l'argot anglais. Ben, pourquoi ce serait out? Il y a quoi de dehors à ça? Vous voyez? Je pense que si on va dans la sémantique et qu'on cherche très très profond, il y a une raison. Mais c'est pas du tout intuitif. Je trouve pas que l'anglais soit une langue intuitive. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce dont je me suis rendu compte, c'est que peu de personnes parlent bien cette langue. Même les locuteurs natifs font beaucoup d'erreurs en anglais. Et bon, en français, vous allez me dire c'est pareil. Mais je trouve qu'en anglais, c'est particulièrement vrai parce qu'il y a plus de personnes qui apprennent l'anglais que le français. On va dire que la moitié des gens qui parlent, même plus, les 2 tiers des gens qui parlent anglais dans le monde, donc on parle de 1,2 milliard de personnes, ce n'est pas leur langue maternelle. Et ce qui fait que le vrai anglais, le bon anglais, américain, australien ou britannique, on s'en fout. L'anglais qui est correct, avec le subjonctif, avec des tournures de phrases qui ont du sens, il se perd pas, mais il est de plus en plus rare. Et c'est pour ça que les gens pensent que l'anglais est facile, parce que l'anglais qu'ils entendent, c'est un anglais qui est simplifié. Si vous voyez un adolescent américain parler, ce qui est dur, c'est qu'il parle vite et qu'il utilise des mots qu'on connaît pas trop parce que c'est de l'argot, mais la structure de phrase en elle-même, elle est super facile, un peu comme en français aussi, je l'avoue. Mais du coup, les gens pensent que c'est facile parce que on peut parler en faisant plein d'erreurs et les gens nous comprennent. Et oui, c'est une langue qui, on va dire, qui est tolérante, quoique la prononciation est tout sauf tolérante parce qu'il y a beaucoup de paires minimales, on appelle ça dans les langues. C'est quand, par exemple, vent et vin, ça sonne presque pareil. Et quelqu'un qui n'a pas l'habitude des voyelles nasales ne va jamais comprendre la différence. Bref, pareil en anglais. Si je vous dis wind et wind, non, ça c'est un mauvais exemple, mais si je vous dis leak et lick, ça veut dire 2 choses différentes. Mais c'est presque pareil. Et puis aussi en anglais, les mots sont très contrastés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire comfortable. Comfortable, les gens ne vous comprendront pas. Je vous l'assure, les gens ne comprendront pas. Il faut dire comfortable. Parce que c'est sur la première voyelle qu'il y a le stress. Et si vous mettez le stress sur la deuxième, comfortable, les gens ils vont comprendre convertible maybe, mais ils vont pas du tout comprendre ce que vous dites. Donc oui, c'est une langue qui, la grammaire pardonne, la prononciation ne pardonne pas du tout, mais il y a cette impression que l'anglais ça s'apprend facilement. Et il y a aussi le fait que l'anglais c'est un peu partout. Donc les gens, même s'ils sont jamais sortis de leur petite ville, ils ont entendu l'anglais à la radio, à la télé, dans les films. Je veux dire, c'est une langue qui est un peu omniprésente.
Et puis en plus, en France, le fait que ça partage 50% de vocabulaire avec le français, encore plus, il y a cette idée. Mais moi, je défends le fait que l'anglais et le français, je pourrais pas dire lequel est le plus dur, mais il n'y en a pas un qui est plus facile que l'autre. Puis les temps aussi, il faut qu'on en parle. Les temps en anglais, c'est un bordel. Ça n'a pas beaucoup de sens entre nous. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, sûrement. Vous êtes allé, si vous êtes allé à l'école, je pense que si vous êtes allé au collège déjà, je pense que vous connaissez. Il y a plusieurs passés en anglais. En français aussi, on a le passé qui est perfectif, donc le passé composé. On a aussi l'imparfait, le passé simple, mais on l'a oublié, celui-là il n'existe plus. Et puis on a l'imparfait, qui est imperfectif, c'est-à-dire que pour les actions qui sont longues dans le temps et les actions qui sont courtes dans le temps. Et puis on a deux niveaux de référence, on a le passé proche et le passé du passé. Donc ça fait en tout 3 temps du passé. Peut-être que j'en manque un. Si j'avais eu. Bah, bref, on va partir sur cela. Et en fait, en anglais, pour ce qui est du perfectif, donc j'ai eu, bah, il y a deux traductions en fait. Oups, my bad. Il y a deux traductions en fait. Il y a la traduction I had et la traduction I've had. Donc si vous dites par exemple j'ai eu mal à la tête ce matin, I had a headache this morning. I had a headache this morning. Mais si vous dites j'ai eu des maux de tête toute ma vie, I've had headaches all my life. Et la distinction, elle est très fine, elle est très subtile. C'est le fait que quand on utilise le pluperfect, ça s'appelle, donc I have had, ça veut dire qu'il y a encore peut-être, le présent perfect, excuse-moi, il y a encore peut-être une répercussion dans le présent, c'est-à-dire que ça peut encore arriver, alors que ce matin, c'est passé. Et donc cette distinction-là, elle est très compliquée à faire, surtout quand vous essayez de parler vite et que vous êtes dans une conversation, et des fois ça a du sens, des fois ça n'a pas de sens. Ils utilisent beaucoup le I've been, donc ça veut dire j'ai été. Ils l'utilisent pour tout et pour rien. C'est assez compliqué à comprendre, et parler comme un natif, ben ça prend des années, je pense, peut-être plus d'un an en tout cas. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. L'anglais, c'est d'apparence, de l'extérieur. Ben ouais, il y a pas les genres, le pluriel, les adjectifs ne s'accordent pas en genre et en nombre. Il y a des petites subtilités qui font que, bah, en comparaison avec le français, ça peut paraître plus facile, mais la prononciation, les structures de phrases en anglais, c'est plutôt compliqué. Des fois, quand on dit quelque chose dans le français, que si je pense en français, que mon cerveau est en mode français, que je commence à dire une phrase en anglais, des fois, il va falloir que je m'arrête et que je prenne la phrase dans l'autre sens, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est assez unique. Mais ça vient du fait que c'est germanique. Du coup, bah, par exemple, on dit pas la voiture bleue en anglais, on dit la bleue voiture. Et c'est un peu pareil avec les clauses. Les clauses. Ah, ça c'est de l'anglais, ça. Les propositions, elles sont souvent inversées avec l'anglais. Pas tout le temps, mais souvent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a autre chose aussi, c'est que l'anglais, on en fait beaucoup à l'école, et bah, c'est enseigné d'une manière très très académique. Donc il y a beaucoup de gens qui sont très bons en cours d'anglais, d'autres qui sont beaucoup moins bons, mais il y a beaucoup de gens qui sont très bons en cours d'anglais et qui savent écrire en anglais, qui connaissent à peu près la grammaire, qui connaissent les exceptions, les verbes irréguliers, mais qui sont incapables de comprendre correctement quelqu'un qui parle un peu vite, qui sont incapables de s'exprimer de manière fluide, sans avoir l'air de quelqu'un qui parle avec un livre devant ses yeux. Donc il y a beaucoup de gens en fait savent pas trop exactement ce que c'est l'anglais et comment ça fonctionne. Donc il y a cette impression que bah, c'est une langue facile. Quoi d'autre? Ouais, c'est pas mal tout pour cette vidéo. Ça fait déjà une demi-heure que je tourne. Je sais même pas si je vais la poster, honnêtement. Mais ça m'a fait du bien de parler de ça. Je suis content d'avoir partagé un peu de mes connaissances sur l'anglais, de vous avoir raconté mon expérience avec l'anglais.
Si bah, vous voulez parler anglais, vous voulez essayer de parler anglais, honnêtement, je vous encourage de le faire tout seul. Je pense pas qu'on ait besoin de leçons et je pense pas aussi qu'on ait besoin d'applications pour apprendre une langue. Voilà, je ferai sûrement une vidéo sur ça. Mais je pense pas que les applications aient leur place dans l'apprentissage des langues. Honnêtement, à part YouTube, mais pour moi YouTube c'est complètement autre chose parce que bah, c'est des vidéos donc c'est du contenu, donc c'est de la matière. Je pense pas que les Duolingo et autres où faut appuyer sur l'écran pour se disant apprendre une langue. Honnêtement, je pense que vous pouvez faire ça. Donc apprenez l'anglais tout seul si vous voulez l'apprendre. Trouvez une raison d'apprendre, pas un objectif, oh je vais être B1. Non, ça on s'en fout. C'est pas important. Plutôt un objectif intrinsèque, comme on dit. Quelque chose qui vous fera plaisir. Essayez de découvrir la culture anglo-saxonne. Ça peut être l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, on s'en fout. Voilà, essayez de devenir obsédé un peu. L'obsession, c'est mal vu, mais c'est super pour apprendre une langue parce que c'est vraiment un moteur. C'est une immense force. Donc voilà, ça c'est mon petit mot de fin. Apprenez l'anglais si vous en avez envie. Et vous verrez que ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Ça, tout le monde vous le répète. Mais surtout sur le plan social, en fait, vous pourrez rencontrer tellement plus de gens. Et des gens qui pensent pas pareil que vous parce que bah, on est entre français, on parle français. Les francophones, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent. Enfin, pas tout le monde pense pareil, mais dès que vous découvrez le monde en dehors de la francophonie, c'est vraiment différent. Donc, je vous encourage à apprendre l'anglais. Bah, si vous voulez voir comment je parle anglais, regardez toutes les autres vidéos de ma chaîne, on va dire, parce que je parle en anglais à chaque fois. Et voilà, c'est pas mal tout. Merci d'avoir regardé. J'espère que ce petit story time vous a plu. Et j'espère que si vous apprenez le français, je pense qu'il y aura des gens qui apprennent le français parmi vous et qui peut-être vont regarder les sous-titres ou autres. J'espère que vous avez compris et que je me suis bien exprimé. Et voilà, à la prochaine. Peut-être que je ferai d'autres vidéos en français, on verra. Ciao!